La responsable des vérificateurs de ces équipes, elle est là. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé alors avec un grand V et plein de S d'ailleurs, parce que vous êtes nombreux à avoir bossé tant le sujet est grand. Ouais, j'ai pas de mouchoir. Mais j'ai des chiffres. On va regarder. En fait, nous, la première chose qu'on a faite, c'est de passer au crible les comptes des candidats des différents partis. Et concernant justement le Rassemblement national, on va voir de quelles preuves on dispose concrètement. Parce que mon équipe a travaillé dessus depuis évidemment plusieurs semaines. On a retrouvé au moins une quinzaine de candidats. Si on parle vraiment du côté ingérence, etc., du sujet de l'ingérence, au moins une quinzaine de candidats sur 76 comptes qu'on a analysés dans le détail, qui affichent clairement des liens étroits avec la Russie. Qu'est-ce qu'on entend par lien étroit avec la Russie ? Alors ça peut prendre différentes formes. Par exemple, on a retrouvé des candidats comme Jean-Michel Cadena, deuxième circonscription de Mayenne, qui a pris position dans la guerre, sur le sujet de la guerre en Ukraine, en reprenant les termes vraiment de la propagande russe en mai 2022. Donc on est juste après le déclenchement de la guerre. Elle vient tout juste de commencer. Voilà ce qu'il écrit sur Twitter. Vous pouvez le lire. Et d'ailleurs, le tweet est toujours présent parce qu'il y a beaucoup de messages qui ont été supprimés depuis. Évidemment, on les a archivés. Les ukro-nazis qui interdisaient aux civils de sortir. Donc ukro-nazis quand même assez fort. Alors que les Russes, eux, proposaient des couloirs humanitaires pour leur évacuation. Ces liens entre la Russie et certains candidats du Rassemblement national se manifestent aussi, vous venez de le dire, par des rencontres avec des officiels russes, mais aussi, regardez, avec effectivement des cadres du RN et des candidats à cette élection qui ont été missionnés par le Kremlin pour observer les élections à Moscou. Alors nous, on n'est pas sur 15, on a vérifié depuis 2017, on est plutôt sur 9. Le 15, en fait, c'est le chiffre qui avait été annoncé par David Lisnard à l'époque. On l'a vérifié et on est plutôt sur 9 candidats. Mais voilà, selon nos calculs, donc 9 candidats depuis 2017 mentionnés par le Kremlin pour observer les scrutins russes, parce que c'est ce que fait Moscou. En fait, ils vont chercher des observateurs étrangers pour leur scrutin. Voilà, je précise, il faut le savoir. Parmi eux, on peut citer par exemple donc cette personne que vous voyez, donc Hélène Laporte. Elle a été observatrice électorale en 2020. Elle a déclaré avoir reçu une leçon démocratique de la part des Russes. Je fais une parenthèse, c'est celle que, entre parenthèses, Jordan Bardella voit à la tête de l'Assemblée nationale dans son prochain gouvernement avec Sébastien Chenu. Je fais une parenthèse. Elle est vice-présidente. Elle est vice-présidente de l'Assemblée. Oui, elle restaurait du coup. Ouais. Donc Hélène Laporte, elle dit, elle compare avec les dernières élections municipales en France, enfin les élections municipales, et elle dit, je peux vous dire qu'ici, donc en Russie, on répond à toutes les exigences démocratiques. Le droit de vote est accordé absolument à tout le monde, y compris les personnes handicapées qui peuvent aller voter. Et je peux vous dire qui ne peuvent pas se rendre au bureau de vote. On peut également citer Jeanlin Lacapelle, candidat RN dans le Loiret, toujours pour cette élection. Il a été observateur des élections législatives russes en 2021. D'ailleurs, il était en Russie un an avant, toujours pour les mêmes raisons. Et côté russe alors, est-ce qu'ils prennent position pour les élections françaises ou pour pousser tel ou tel candidat ? Alors ça aussi c'est intéressant de voir du coup ce qui se passe de l'autre côté. Donc ça c'est ces comptes pro-russes notamment qu'on analyse, qu'on passe notre temps à analyser depuis des mois avec mon équipe, notamment sur Telegram. On a vu effectivement apparaître des publications reprenant nos élections, et leur ligne éditoriale elle est clairement anti-Macron et pro-RN, toujours avec les mêmes méthodes, des faux articles, des bots, je vous en ai beaucoup parlé sur ce plateau. 2 exemples postés le 2 juillet par des bots pro-russes, donc des robots, c'est des machines qui diffusent ça. De Gaulle se battait pour la France, Macron se bat pour, 3 points de suspension. Quoi exactement ? Le sous-entendu derrière, qu'on a retrouvé beaucoup dans ces narratifs pro-russes, c'est que l'idée, en fait, c'est que Emmanuel Macron se soucie davantage de l'Ukraine que de son propre pays. Ça, c'est une idée qu'on voit beaucoup circuler. Autre exemple de contenu, je voulais tous vous les montrer. Le Pen va limiter les décisions, je cite, de Macron sur l'Ukraine. La Constitution y contribuera. Soutien record, donc là, on peut pas faire plus clair, au RN 2 jours avant l'élection. Un média suédois, d'ailleurs, a cherché à quantifier tout ça, tous ces faux contenu sur la politique française est issu de comptes pro-russes sur les réseaux sociaux, et selon leurs données, regardez, sur 108 articles analysés, donc on est sur une centaine d'articles, Macron est cité 63 fois, dont 59 dans un contexte négatif. Sur toujours les mêmes comptes analysés, les leaders du Rassemblement national sont mentionnés 62 fois, jamais dans un contexte négatif. Voilà, donc vous avez les sources à côté, et ça c'est pour les stratagèmes habituellement. Alors ce qu'on a vu apparaître là, c'est quand même une méthode qu'on n'avait pas encore vue. Dans l'entre-deux tours,
on a également vu apparaître, vous le voyez, donc on a quand même écrit faux dessus pour être sûr. Regardez bien, Christophe, ça va vous plaire, je pense. Des sites pour le moins étonnants, donc qui sont faux, dont un en particulier, celui que vous voyez, donc un faux site aux couleurs du parti présidentiel et qui promet une prime de 100 € pour ceux qui voteraient pour les candidats portés par Emmanuel Macron. Évidemment, c'est faux, ce site renvoie à rien du tout et personne n'aura de prime, mais c'est quand même intéressant à observer, surtout d'observer qui est derrière, qui se cache derrière ces faux sites. On a analysé, donc là, je voulais juste vous montrer la recherche, on a analysé les noms de domaines derrière ces sites et on a retrouvé toute la galaxie qu'on retrouve souvent de désinformation très connue qui est épinglée à plusieurs reprises. Et surtout, le point intéressant, c'est que cette fake news concernant le faux site d'Emmanuel Macron et la fausse prime de 100 €, elle est reprise, vous le voyez, sur Telegram par des comptes russes, avec aussi un post de qui ? Allez, on va le montrer. Adrien Bauquet. Vous vous souvenez d'Adrien Bauquet ? On en a parlé ici, cet influenceur pro-Kremlin exilé en Russie aujourd'hui qui s'est fait connaître dès le début de la guerre en Ukraine en se présentant comme un ancien militaire français pour diffuser sa propagande. Des messages comme celui d'Adrien Bauquet, on en a retrouvé à peu près une trentaine, toujours sur cette prime pro-Macron, cette fausse prime pro-Macron, une trentaine sur Telegram. Bravo. À chaque fois qu'on traite de ce genre de sujet, on se demande, pour finir, est-ce que ça marche ? Est-ce que ça fonctionne ? Parce que les ficelles sont grosses, certes, quand vous nous les expliquez, quand on est ici en plateau, mais je suis sûr que pour la plupart de celles et ceux qui nous regardent et d'autres, bien sûr, ça peut fonctionner. Tout à fait. C'est même la question. En réalité, vous allez voir que la réponse est assez surprenante. Parce que quand on voit effectivement toute la mécanique, les campagnes sophistiquées, on en parle ici. Parce que c'est bien fait, c'est vraiment pensé. C'est bien fait, même si à force de les observer, on se Oui, c'est à peu près toujours la même chose. Voilà, mais quand même. Voilà. Mais vous avez raison. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on a la preuve donc des ingérences, je viens de vous les montrer, en tout cas d'acteurs étrangers qui cherchent un petit peu au minimum à créer de la confusion, voire à nuire à nos intérêts, mais tous les experts que j'ai interrogés, même nous dans l'équipe, on en parlait, on va rester prudent sur l'impact qu'ont ces campagnes de désinformation. Pourquoi ? D'abord, on en a parlé ici, le manque de transparence des plateformes. C'est compliqué de quantifier quand on n'a pas les données. On ne sait pas vers qui ça va, quel type de profil, combien, etc. Pour objectiver les choses, il faut avoir les chiffres. La deuxième chose sur laquelle on peut s'interroger, c'est le réel objectif de ces campagnes. Écoutez à ce sujet Kevin Limonier, il est chercheur à l'Institut français de géopolitique. Écoutez, c'est assez intéressant quand même. On peut postuler que l'objectif premier de ces opérations n'est pas forcément d'influencer l'électorat français ou l'opinion publique française, mais plutôt, tout simplement que l'on parle d'elle, que les médias français parlent de ces opérations et que finalement la Russie s'impose comme un acteur omniprésent dans nos discussions politiques intérieures. Et l'effet final recherché de ces opérations, il est d'abord de faire en sorte que les commanditaires qui sont à l'origine de ces manœuvres puissent exposer à leur patron, au Kremlin, des métriques extrêmement positives sur le fait que les médias français parlent de ces manœuvres-là, dans l'objectif, je dirais, de nous amener à surestimer ou en tout cas à mésestimer la capacité de nuisance de la Russie sur nos processus électoraux et plus généralement de nous amener à surestimer ou à mésestimer la puissance tout simplement de la Russie. On parle d'eux. Voilà, effectivement. On arrête alors du coup. Il faut qu'on arrête. Mais pourtant, il faut qu'on informe. C'est les sujets, exactement. C'est toutes les réflexions qu'on a au sein de nos services, etc. Est-ce qu'on en parle, on n'en parle pas ? Alors nous, le choix qu'on a fait au sein des vérificateurs, c'est d'en parler, alors déjà avec parcimonie, et d'en parler juste pour expliquer les stratagèmes, les phénomènes. Ce qui est bien, c'est ça, c'est donner la pédagogie aussi pour que les gens qui nous regardent puissent travailler, s'amuser, comprendre. Et pas toujours le faire, parler d'autres choses. Et le dernier truc que me disait quand même Kevin Limonier que je trouve intéressant, c'est que donc vous l'avez entendu, c'est pas forcément les électeurs français qui sont la cible. En fait, en faisant ça, les Russes montrent aussi... Non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, ils créent de la confusion pour aussi toucher le public russe sur place. Le Kremlin se sert aussi de nos crises pour montrer, regardez ce qui se passe chez eux, ça se passe pas si bien parce que la situation des Russes n'est pas si bonne que ça. Je trouvais que c'était intéressant de voir, d'ouvrir un peu le spectre, parce qu'on a toujours l'impression de centrer les choses et c'est pas si simple que ça.